Bonsoir à vous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les grands titres de l'actualité du jour. Elle était la dernière athlète monégasque à entrer en compétition aux Jeux Olympiques. La nageuse Lisa Pou a pris la 18e place de l'épreuve de natation marathon sur 10 km en eau libre. Vous l'entendrez dans ce journal. Tout comme le prince Albert II, son premier supporter, il dressera avec notre envoyé spécial Émilie Rousseau le bilan de cette quinzaine pour les athlètes monégasques et plus généralement pour l'olympisme. Elle commente avec brio les épreuves de beach volley des JO. L'entraîneuse de l'équipe de volley monégasque féminine, Eva Hamzaoui, nous fera partager cette expérience qu'elle n'est pas prête d'oublier. Alors que les JO s'achèveront dimanche, notez-le, il ne vous reste plus que quelques jours pour découvrir une exposition avec les 40 torches olympiques issues de la collection privée du prince souverain. C'est au Grimaldi Forum. Après un début de saison poussif, en raison notamment des mauvaises conditions météo, le mois de juillet a-t-il permis d'inverser la tendance? Nous sommes allés à la rencontre des acteurs du tourisme monégasque. Enfin, nous irons au Larvoto avec les petits pensionnaires du mini-club. Et si vous aimez chanter, une nouvelle offre cet été au Novotel. Vous pouvez y trouver une salle spéciale karaoké. Mais débutons donc ce journal avec l'épreuve de natation du marathon 10 km en eau libre, dans laquelle était engagée la dernière sportive monégasque de la délégation nationale. Lisa Pou est arrivée 18e de cette compétition disputée dans la Seine. Sa réaction d'après-course aux côtés de son entraîneur et papa, Michel Pou. On va dire que je ne suis pas très fière de ce que j'ai fait. Après, il y a une chose que je dois relever aussi pour moi, c'est que j'ai tout donné, donc je ne dois pas avoir de regrets par rapport à ça. Mais c'est vrai que je suis vraiment pas heureuse de la course que j'ai pu réaliser ce matin. Il faut dire aussi que les conditions n'ont pas été simples dans la Seine, avec cette deuxième partie à contre-courant. C'est sûr que c'était très délicat à gérer. Je pense que certaines d'entre nous n'ont pas encore compris ce qui nous est arrivé ce matin, mais il y en a qui ont réussi à nager avec. Moi, j'avoue que j'ai pas réussi et je pense que ça me laisse un goût amer. La Seine aura eu raison de moi, je pense. Michel, on peut comprendre la frustration de Lisa aujourd'hui qui espérait beaucoup mieux, mais comme elle l'a dit, la Seine aura eu raison d'elle aujourd'hui. Je crois, oui. Dès la familiarisation hier, je savais que ça serait compliqué pour elle dans le courant. Pour autant, tout le travail engagé, toute la saison, toute la magnifique saison qu'elle a fait, pouvait nous laisser espérer aujourd'hui quelque chose de mieux. C'est un fait. Elle est un petit peu diminuée aujourd'hui, plus le courant, ça faisait effectivement beaucoup pour elle, pour cette course. Et parmi les spectateurs levés tôt pour encourager Lisa Pou, il y avait le prince Albert II. Il n'a manqué que peu de compétitions sur cette quinzaine olympique et encore moins les épreuves disputées par les athlètes monégasques, comme il l'a confié à Émilie Rousseau. Monseigneur, merci de nous avoir accordé cet entretien sur l'un des lieux, on va dire, les plus magnifiques de Paris avec la Tour Eiffel en toile de fond. Ces sites sont assez magnifiques, ils mettent vraiment en valeur Paris au cœur des Jeux. Non, absolument, c'était un choix de nos amis du comité d'organisation de Paris 2024, mais c'est vrai qu'ils ont raison de mettre toutes ces beautés architecturales et culturelles de Paris et de la région aussi. Et ça donne vraiment un cachet particulier à ces Jeux. Et si on rajoute à ça l'ambiance extraordinaire qu'il y a dans tous les stades et dans tous les sites, voilà, c'est des Jeux assez extraordinaires. C'est un succès pour vous, ces Jeux à quelques jours de la clôture? Oui, je pense. On fera le bilan quand la cérémonie de clôture sera terminée, mais je crois que vraiment ce sont de très beaux Jeux. Il y avait certaines craintes au début, bien sûr, il y avait certaines appréhensions sur beaucoup de plans, mais je crois qu'ils sont déroulés dans un état d'esprit extraordinaire, avec un engouement, une participation du public tout à fait extraordinaire. C'est ce que je disais, pas uniquement pour l'encouragement des athlètes français, mais tous les athlètes. Et tous les athlètes se sentent à l'aise et se sentent soutenus. Mondo Duplantis l'a dit quand il a tenté son record du monde, mais tout au long de sa compétition, il était soutenu. Il a dit c'est le public le plus extraordinaire que j'ai eu. Donc
voilà, je crois que c'est de ce point de vue-là, je crois que ça va donner un élan, non seulement au sport français, mais au mouvement olympique en général. Un mot sur la participation de la délégation monégasque, une délégation qui respectait totalement la parité, 6 athlètes. Oui. Qu'est-ce que l'on peut dire sur cette participation? Écoutez, ça a été une participation honorable. Bien sûr, on aurait aimé voir d'autres résultats. Je ne parle pas du tout de médailles, mais voilà, on pensait qu'on allait être un petit peu mieux classé, mais bon, c'est le sport, c'est la compétition, c'est les Jeux Olympiques qui sont une compétition à part, qui sont un festival de sport et ça va bien sûr au-delà du sport. Et donc c'est tout à fait particulier, il faut pouvoir s'adapter aussi, il faut pouvoir s'adapter à différentes conditions de course. On l'a vu ce matin avec Lisa Pou dans une épreuve de 10 km de natation très, très difficile sur la Seine, avec des courants favorables et contraires qui sont très difficiles à gérer. Donc voilà, mais je suis très fier de notre participation dans l'ensemble. Ils ont fait honneur à la principauté et voilà, ça leur permettra aussi de mieux se préparer s'ils veulent participer à d'autres grandes compétitions et d'autres Jeux Olympiques, bien sûr. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci à vous. Si vous avez suivi ce matin l'épreuve disputée par Lisa Pou, vous l'aurez vu, cela a encore donné droit à de très belles images avec ces sites en plein cœur de la capitale française. Du côté du beach volley aussi, les images sont sublimes avec la Tour Eiffel en toile de fond et les commentaires, eux aussi, méritent d'être entendus. Ils sont notamment signés de l'entraîneuse de l'équipe féminine de volley de Monaco. Eva Hamzaoui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Pas de vacances pour vous, en tout cas pas dans l'immédiat, puisque vous êtes pleinement investi dans les JO de Paris 2024 en commentant les compétitions de beach volley. Tout le monde s'accorde à dire que vous vous acquittez de cette mission avec brio. Comment la vivez-vous? Merci beaucoup, vraiment merci pour le compliment. J'ai beaucoup travaillé en amont pour préparer ces Jeux Olympiques. Donc, j'ai regardé énormément de matchs, j'ai regardé évidemment la biographie de tous les joueurs, j'ai voulu en savoir plus aussi sur leur vie. C'est aussi ma façon d'entraîner, c'est mes méthodes d'entraînement. Les joueurs ne sont pas que des joueurs, ce sont aussi des personnes qui font beaucoup de choses en parallèle. Et donc, j'ai voulu m'intéresser à eux, à tout ça. Et j'ai eu la chance d'avoir un super binôme, Arnaud Matteoli. Donc, c'est vrai que ça compte beaucoup. C'est ma paire de beach. Et c'est à lui que je dois beaucoup pour cet exercice. Donc il y a eu du travail, mais j'imagine que votre expérience de championne, vos connaissances de ce sport vous aident énormément. Bien sûr. Alors j'ai été sportive de haut niveau, j'ai été en équipe nationale pendant des années, donc sur le circuit, j'ai retrouvé d'ailleurs pas mal d'athlètes contre qui j'ai déjà joué, qui ont poursuivi leur carrière. Et puis aussi mes compétences que j'ai développées au sein de l'AS Monaco en tant qu'entraîneur. C'est-à-dire que j'ai eu cette chance que l'AS Monaco me recrute en tant qu'entraîneur. Et j'ai appris beaucoup. J'ai entraîné de la section loisirs jusqu'au projet de performance. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, notamment dans les explications, pour m'adapter en fait à tout type de public. Donc je remercie beaucoup l'AS Monaco de m'avoir donné cette chance et m'avoir permis cette formation aussi pour me préparer au jeu. Tous les spectateurs, tous les téléspectateurs sont époustouflés par la beauté des différents sites des JO. Vous êtes particulièrement bien placé pour ce qui concerne la discipline que vous commentez. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu un site aussi beau depuis que j'ai commencé le sport, mais ce n'est pas que moi qui le dis, c'est-à-dire que j'ai rencontré un journaliste allemand qui avait fait 12 Jeux Olympiques, hiver comme été. Il a dit que c'était le site le plus époustouflant dans lequel il était allé. Et les joueurs, c'est pareil, ils expriment énormément de gratitude. Pour eux, c'est un honneur de jouer dans cet endroit. Et puis en plus, le public est très bienveillant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ambiance. On voit que les supporters se mélangent, chantent. Il y a beaucoup de fraternité, c'est magnifique. Vous l'avez dit, Eva, dans une autre vie, au quotidien, vous êtes l'entraîneur de l'équipe de volley monégasque féminine en National 2. Comment se prépare la reprise? Tout le monde, ou presque, goûte à un repos bien mérité, pas vous. Quand les choses sérieuses vont-elles reprendre? Alors, fin août, mais j'espère bien qu'elles font du beach
justement du beach volley pour garder la forme et aussi qu'elles font un travail physique. Ça, on en a discuté aussi avant la saison. C'est important de rester en forme et c'est une équipe qui est très responsable de son projet de performance. Donc, je leur fais 100% confiance pour arriver prête en septembre. Quelles sont vos ambitions pour la saison prochaine, tout ensemble? Alors, match après match, donc on a totalisé 20 victoires consécutives. On a réalisé cet exploit, hein. À ce niveau-là, je suis très fière de cette équipe. Et on a été championne de France, hein. À Monaco, on avait organisé les phases finales et on compte bien continuer sur cette lancée de victoires tout au long de la saison prochaine. Et nous vous suivrons avec grand plaisir. Un dernier mot, vous allez jusqu'au bout de ces JO, puisque les épreuves de beach volley s'étalent jusqu'à dimanche. Quels sont vos favoris? Alors, après les avoir vus, donc au départ, avant la compétition, chez les hommes, c'était les Suédois. Donc, c'est cette jeune paire prodigieuse qui a été très créative au beach volley. C'est la première équipe mondiale, mais ils ont très mal commencé ces Jeux Olympiques. Et là, ils recommencent à prendre un peu de confiance. Et on verra en quart de finale, il y a un gros match là contre les Brésiliens. Mais pour avoir vu jouer les Norvégiens, je trouve voilà, je mettrais les Norvégiens favoris qui sont tenants du titre à Tokyo. Mais tout peut arriver. Il y a eu beaucoup de surprises, donc c'est avec des pincettes. Ça, c'est pour les hommes et pour les femmes, chez les filles? Alors, pour les femmes, il y a les Brésiliennes, Duda et Ana Patricia, qui ont vraiment, pour l'instant, parcouru un sans faute dans ces Jeux Olympiques. Elles sont favorites et prétendantes à la médaille. Elles viennent pour une médaille. Et c'est vrai qu'elles ont affiché un volley extraordinaire, mais moi, je mettrais aussi une option sur une équipe européenne, une équipe suisse. C'est Tania Huberli et Nina Brunner. C'est une intuition, c'est des joueuses, elles ont gagné leur premier tournoi international cette année en 2024, le plus haut en élite 16, mais je les ai trouvées remarquables depuis le début de la compétition, donc on verra. On verra ça en conclusion des JO. Merci Eva Hamzaoui de nous avoir fait partager cette belle expérience que vous vivez actuellement aux commentaires des épreuves de beach volley des JO de Paris 2024. Merci à vous. L'olympisme et ses valeurs, l'olympisme et ses éléments symboliques. Le prince Albert de nous rappeler il y a quelques instants combien il y est attaché. Vous n'avez d'ailleurs plus que quelques jours pour aller découvrir l'exposition consacrée aux torches olympiques de la collection privée du prince. Cela se passe au Grimaldi Forum. Frédéric Ellion et Lionel Bernardi vous en livrent un avant-goût. La célébration de l'olympisme se poursuit en principauté après le passage de la flamme olympique le 18 juin. Le couple princier a inauguré au Grimaldi Forum l'exposition « La flamme olympique au fil du temps ». L'occasion de découvrir toutes les torches des Jeux olympiques d'été et d'hiver depuis les Jeux de Berlin en 1936. 40 torches issues de la collection privée du souverain. Les torches olympiques sont apparues on va dire dès les années 36 jusqu'à 2024. On a la chance d'avoir la flamme olympique de Paris 2024. Donc on a conçu une échelle du temps. Mais les torches au début c'était plutôt du fonctionnel, c'était un objet. Et puis petit à petit, les pays ont compris que ça pouvait être le reflet esthétique, artistique de leur pays. On voit Lillehammer qui est une flamme excessivement complexe dans son design, mais tellement proche de leur philosophie scandinave. Donc ils ont compris qu'ils pouvaient, à travers la torche, montrer au monde entier leur design, leur esthétique propre. Donc la torche est devenue un symbole incroyable de technologie, de design et aussi de rassemblement social. Cette exposition est aussi un hommage à l'héritage olympique de la famille princière. Elle célèbre le centenaire de la médaille d'or olympique de John B. Kelly Sr. en aviron à Paris. C'était le souhait du prince de pouvoir honorer la mémoire de son grand-père qui, en 1920, avait déjà fait médaille. Et en 24, il réédite avec la médaille d'or en double. Et voilà, et donc on est 1924, 2024, 100 ans. C'était l'occasion ou jamais de le faire. Et c'est comme ça qu'est née cette collection. Ces torches reflètent la passion du souverain pour le sport, l'olympisme et ses valeurs. Des grands rubans ondulent et mettent en avant des mots qui résument l'esprit du CIO.
Sous chaque torche, un QR code à scanner vous donnera des informations précises sur leur spécificité. L'exposition est gratuite, ouverte tous les jours de 10h à 20h jusqu'au 18 août. À peine arrivé et déjà en dédicace, Lamine Camara, le nouveau milieu de terrain de l'AS Monaco FC, était mercredi soir sur le port Hercule à l'espace de l'ASM FC. Il s'est prêté au jeu des signatures et des selfies. L'été a mis du temps à s'installer. Les professionnels du tourisme ont notamment dû faire face à des conditions météorologiques compliquées jusqu'au mois de juillet. Alors qu'il reste encore un mois de congé à Monaco, quelle est d'ores et déjà la tendance de cette saison estivale 2024 ? Alban Gingembre et Thomas Deus sont allés à la rencontre des acteurs du tourisme monégasque. Et oui, après un début de saison compliqué, vous le voyez, les touristes sont présents en masse ici sur le Rocher et pour le plus grand bonheur de nos commerçants. Écoutez. Nous sommes contents, c'est vrai qu'il y a pas mal de monde, belle clientèle européenne, pas mal d'Américains, donc non, on est contents, ça se passe vraiment très bien, la saison elle est bonne. On en baisse par rapport à 2023 et 2022, donc bon, on avait 2 belles saisons il y a 2 années précédentes parce que c'était l'après-Covid. Et bon, ben là, on retrouve des choses un peu plus normales, c'est comme ça. Mais ça reste quand même une bonne saison, on va dire. Ouais. Bilan un peu plus mitigé ici sur le marché de la Condamine en raison des fortes chaleurs. Alors pour y remédier, on vous propose une petite glace. Ça se passe plutôt pas mal. On a eu le mois de juin qui était peut-être un petit peu moins bon que les années d'avant, sûrement dû à la météo. Mais depuis début juillet, les fortes chaleurs qu'il y a, tout se passe très bien pour nous. Il y a pas mal d'Américains. On a pas mal d'Asiatiques aussi, donc ça dépend, japonais, coréen, il y en a beaucoup. Et après, forcément des Italiens, beaucoup de Français. Cette année, pas beaucoup l'après-midi. Je pense peut-être trop chaud, les personnes se vont chercher de l'ambiance réfrigéré. Moi, je suis sur la place, c'est horrible. Dans les 14h à les 17h, c'est tabou. Et pour affronter la chaleur, on peut aussi venir ici, à la plage du Larvoto, où visiblement les touristes ne sont pas assez nombreux. C'est calme, on va dire. C'est un peu calme. C'est clair que l'après-Covid n'a rien à voir. Je pense qu'il manque un peu de touristes. La plage est vide. On se demande où sont passés les gens, quoi. À Paris, peut-être, avec les JO. J'ai augmenté mes achats, puisque l'année dernière et l'année d'avant, on avait vraiment très bien travaillé. Et là, les achats que j'ai fait en plus, je pense que je vais les garder pour l'année prochaine ou je vais les brader. Cette année, c'est un peu difficile parce qu'elle est partie un peu tard l'été. Parce qu'en juin, il y avait encore un peu la pluie. Nous avons du monde. Larvoto, maintenant, c'est toujours plus connu sous Monaco. Pour les restaurants, pour les magasins. Et pour moi, c'est un très bel été. Pour résumer, c'est un bilan très mitigé pour la saison touristique. Ici à Monaco, vous le voyez derrière moi, on a été habitué à des plages vraiment plus remplies que celles qu'on a actuellement. Mais les commerçants gardent le sourire malgré tout. Et pendant ces longues vacances, il faut occuper les plus jeunes. Au Larvoto, le mini-club propose aux enfants des activités ludiques et éducatives chaque jour, comme a pu le constater Fabien Bonilla. Le mini-club est situé au cœur de la plage du Larvoto. Géré par le service de la petite enfance de la mairie, il est ouvert du lundi au vendredi du 1er juillet au 30 août de 8h à 18h. Il accueille chaque jour 50 enfants répartis dans 2 groupes, les 3-5 ans et les 6-12 ans. Il est accessible pour les enfants de parents monégasques ou de résidents. Le coût, 24 € par jour. Et manifestement, on ne s'y ennuie pas. Il y a plusieurs activités. Il y a des activités sur site, donc ateliers créatifs, activités artistiques. Il y a des mousse parties, des booms, des combats de sumo, etc. sur site. Et à l'extérieur, on a organisé plusieurs choses en partenariat avec les infrastructures de Monaco, comme le musée océanographique, le musée de l'automobile, etc. On a aussi eu un partenariat avec l'hôtel Métropole, où ils ont fait un atelier cuisine avec un chef. On a organisé un Monaco Express, donc un peu inspiré de l'émission Pékin Express, donc partout dans Monaco. Le karting électrique sur le port, le 3x3 de basket. Moi aussi, j'aime le risque. Le matin, on fait des activités, des jeux de société, des jeux de cartes ici. Après, on sort, on va au stade Louis II, on va à la piscine. On fait le trampo, des activités, du baby-foot, on fait plein de choses, on sort. C'est vraiment bien le mini-club.
Parmi les 7 animatrices et animateurs, Erin est le reste de l'année étudiante en communication. J'adore travailler avec les enfants, malheureusement j'ai aimé aussi autre chose pour mes études, mais c'est quelque chose que j'adore faire l'été, que je ne fais pas le reste de l'année. Ça me permet de passer un été sympa auprès d'enfants et ouais, c'est vraiment génial de faire ça et ça apporte beaucoup, l'amour des enfants, etc. C'est vraiment top. Il est aux alentours de 16h, après une journée bien chargée en loisirs, place au goûter, avant l'arrivée des parents à partir de 16h45. On se dit au revoir entre copains et on se donne rendez-vous le lendemain pour de nouvelles aventures. Une idée d'activité en cette période estivale tout en restant au frais. Le Novotel a récemment ouvert sa karaoké room, une salle dédiée à ceux qui veulent pousser la chansonnette, un concept inédit à Monaco. Regardez ce reportage d'Alban Gingembre et Alexandra Marangoni. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Ici, le micro est à vous. Le Novotel abrite désormais sa propre salle de karaoké, un espace privé pour réviser ses plus grands classiques. Il y a un catalogue qui est en partenariat avec Carafun, qui est la plus grosse application de karaoké. Donc vous trouverez tout type de chansons, de la chanson française aux variétés internationales, un registre pour tout le monde sans aucun doute. On est parti du constat que nos salles de réunion étaient occupées souvent en journée, mais qu'il y avait des espaces disponibles le soir, le week-end principalement. Et du coup, notre équipe commerciale a réfléchi à un nouveau concept avec nos équipes de restauration également. Et est né le concept de la Karaoké Room Novotel. Au programme, 2 formules, la soirée karaoké avec des planches à partager ou bien le goûter karaoké avec le bar à gaufres. La réservation se fait en ligne ou par téléphone, un concept qui fait du bruit. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, je l'aime à mourir, elle a dû faire toutes les guerres. Et l'amour aussi. La Karaoké Room est ouverte tous les jours jusqu'en septembre, mais l'établissement envisage déjà de prolonger l'offre jusqu'à la fin d'année. Et l'amour aussi. Le Novotel qui propose également cet été une formule bras zéro, au menu des produits frais et locaux avec un grand choix de viande et de poissons à déguster autour d'un bras zéro. Nous allons découvrir maintenant les couleurs du temps pour la journée de demain, vendredi, alors que l'on annonce une nouvelle vague de chaleur pour ce week-end. Qu'en sera-t-il demain, Christine Datomel ? Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Demain, la journée sera ensoleillée, les températures élevées, elles monteront jusqu'à 30 degrés. À noter également un ensoleillement élevé avec un indice UV à 7. L'usage de protection solaire est donc fortement recommandé. Et puis sinon, demain, nous fêterons un joli prénom puisque nous souhaiterons une bonne fête à tous les amours. Nous refermons ce journal avec la traditionnelle série de photos de fin d'édition. Elles sont consacrées aux préparatifs du spectacle de drone qui se tiendra vendredi soir au Port Hercule. Des photos de Manuel Vitali. Je vous souhaite une très belle soirée et demain, en cette période olympique, je transmettrai le témoin à Fabien Bodilla que vous retrouverez à 19h. À très bientôt sur Monaco Info.